Je voudrais ce soir donc, vous parler de l'alimentation. Donc, comme le disait Cécile, nous on travaille sur l'environnement de manière générale, sur les impacts environnementaux des activités humaines depuis 10 ans maintenant. Et on s'est intéressé plus particulièrement au sujet de l'alimentation, alors à travers l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la restauration, jusqu'à l'assiette du consommateur. Et c'est un sujet particulièrement passionnant dont je vais essayer de vous raconter un petit peu certaines choses aujourd'hui. Alors évidemment, il y aura plein de sujets que je ne vais pas aborder, donc je vais essayer d'être synthétique. Mais j'ai un angle particulier par lequel je voudrais aborder ce sujet. Nous, on aime bien appeler ça l'alimentation durable. Je sais que durable est un terme galvaudé, surutilisé, mais je vais essayer de vous expliquer ce qu'on entend par ce terme et ce qu'on met derrière. Juste pour vous dire que nous, on croit énormément au changement par la consommation, c'est-à-dire par les actes des citoyens et par leur choix de consommation. Et l'alimentation est vraiment le sujet majeur sur lequel on peut agir tous de manière vraiment impactante. Voilà, alors Cécile, si tu peux passer la première diapositive. Donc, pour commencer, pour introduire cette discussion, comme je vous disais, l'alimentation est un sujet passionnant. Chacun a un avis sur la question. Et sur cette slide, j'ai essayé de résumer un petit peu tous les enjeux qui tournent autour de l'alimentation. Je ne dirais pas que l'alimentation est au carrefour de tous les enjeux, mais presque. Et vous allez comprendre. Alors évidemment, c'est tout d'abord un besoin vital. Voilà, ça a des avantages et des contraintes. Mais c'est aussi, l'alimentation, c'est des cultures, c'est des traditions, c'est le terroir, c'est du lien social. C'est bien sûr aussi un plaisir. Voilà, c'est un besoin, mais c'est aussi un plaisir, le goût, la gastronomie. L'alimentation, c'est aussi l'agriculture qui a façonné les hommes et les paysages. C'est un sujet économique majeur. On le voit actuellement, on a plein de débats sur la crise de l'agriculture et de l'élevage. C'est l'économie parce que c'est aussi de la production locale, c'est de l'industrie agroalimentaire, c'est toute la distribution de l'alimentation. C'est aussi de l'exportation. Il y a des pays qui vivent de l'exportation de produits agricoles ou alimentaires. Et c'est de l'économie aussi parce que quand on est dépendant, qu'on n'est pas autonome de point de vue alimentaire, on est obligé d'importer les produits pour se nourrir. Donc tout ça, c'est des sujets économiques majeurs. Et puis deux sujets dont je vais parler un peu plus dans le détail aujourd'hui. Donc l'alimentation, c'est aussi un impact sur l'environnement. On va voir que l'environnement impacte également l'alimentation. Enfin, ça se parle finalement. Et c'est aussi la nutrition, évidemment, et la santé. La santé, là, pour le coup, ça nous touche tous et chacun individuellement. Voilà pour les grands enjeux. Alors maintenant, je vais passer à la diapositive d'après pour rentrer un peu plus dans le sujet sur lequel je suis plus compétent. C'est les impacts. Moi, j'aime bien intégrer la santé dans l'environnement parce que finalement, c'est des sujets complètement liés. Même si la nutrition est une compétence à part, mais la santé est directement liée aux impacts environnementaux. Donc je parle toujours d'impact environnement-santé. Alors là aussi, plein d'enjeux différents et diversifiés. Quels sont les impacts de l'alimentation? Alors je vais commencer par celui dont on parle beaucoup depuis un moment, qui est peut-être un des enjeux majeurs et un des défis majeurs de l'humanité, c'est le changement climatique. Alors quel lien? Je vais rentrer dans le détail juste après, mais l'alimentation, c'est des gaz à effet de serre qui sont émis à cause de l'alimentation. Je vais expliquer tout ça. Mais donc l'alimentation a un impact sur le réchauffement et le changement climatique. Et en même temps, l'agriculture notamment subit également les changements climatiques. Le changement climatique impacte les productions agricoles, les rendements ou les types de cultures. Donc ça a un impact direct aussi sur l'autonomie alimentaire et sur tout ce qu'on peut produire dans le monde. Un autre impact environnemental, c'est évidemment sur la biodiversité.
Là encore, je vais prendre juste quelques exemples. La biodiversité des sols, toute la richesse des sols, selon la manière dont on va produire notre alimentation, on va avoir un impact positif ou négatif sur cette richesse des sols. La faune, la flore, de manière diversifiée. Puis je prendrai un seul exemple, c'est les abeilles. Vous connaissez le problème des abeilles qui sont aujourd'hui en danger à cause des pesticides qu'on va retrouver et qu'on met sur nos produits agricoles. On est en train de faire disparaître les abeilles à cause de ça. Les abeilles dont on a besoin pour que toute cette agriculture continue à fonctionner. Donc voilà un exemple pour la partie biodiversité. Un autre sujet sur lequel on a un impact aussi environnemental important, c'est les ressources marines. Donc là, on s'éloigne un peu de l'agriculture, mais on est dans un sujet majeur aussi environnemental. Je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, mais le stock de poissons, la biodiversité marine est également très touchée par notre mode de consommation alimentaire. La déforestation, autre enjeu majeur. Alors, vous me direz, quel est le lien direct entre l'alimentation et la déforestation? Un exemple, c'est un impact indirect, mais très puissant. En Amazonie, par exemple, on détruit des forêts entières pour produire du soja, pour créer des champs, pour produire du soja, et pas du tout pour nourrir les hommes, c'est pour nourrir le bétail dont se nourrissent les hommes. Et donc, on coupe des arbres, on déforeste l'Amazonie pour faire du soja, souvent OGM d'ailleurs, pour exporter ce soja pour nourrir les vaches en Europe. Un autre exemple, c'est tout ce qui est pollution des eaux, des sols, de l'air, évidemment. Donc la production d'alimentation, alors dès l'agriculture, mais c'est aussi les industries agroalimentaires, émettent des pollutions, que ce soit à travers des produits chimiques ou dans les eaux. Donc polluent également tout l'environnement des rivières ou des sols. Et enfin, le dernier sujet que j'ai choisi de montrer comme impact, c'est tout ce qui concerne ce que j'appelle la chimie ou les pesticides qu'on va utiliser dans les produits, soit dans l'agriculture pour éviter les maladies ou pour faire pousser les plantes, mais aussi toute la chimie qu'on va mettre dans l'industrie agroalimentaire. Dans les produits qu'on mange, on va mettre des substances qui ne sont pas très naturelles et qu'on va ingérer nous et nos enfants. Donc là encore, des impacts importants, là pour le coup, aussi sur notre santé. Et puis toutes les maladies, tous les scandales alimentaires dont on parle depuis plusieurs années, la vache folle ou d'autres scandales qui arrivent régulièrement. Donc voilà, vous voyez que l'alimentation touche à plein de sujets. Évidemment, ce serait trop long de tous les aborder, mais je vais juste donner quelques chiffres pour illustrer tout ce que je viens de raconter. Donc tu peux passer à la slide 5 sur l'eau. C'est bon. Donc un chiffre sur l'eau, c'est pas l'eau du robinet quand on se brosse les dents qui a un problème. 70% de l'eau consommée dans le monde est destinée à l'agriculture. Voilà, c'est assez clair, c'est là où il y a le plus de consommation d'eau. Et une grande partie de cette eau est consommée par l'élevage, plus que par l'agriculture des plantes directement. La slide d'après. Sur le climat, je vous parlais de l'impact changement climatique. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'alimentation. Donc on est au lendemain de la COP21. 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que le transport et plus que tous les bâtiments. Le transport mondial, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et l'énergie, tout ce qui est chauffage, électricité des bâtiments, c'est 25% aussi à peu près. Donc l'alimentation est vraiment un sujet majeur. On en parle très peu. On en a très peu parlé à la COP21. On parle souvent des voitures ou de l'énergie, mais on parle peu des émissions dues à l'alimentation. Je vais rentrer aussi dans le détail de ces chiffres tout à l'heure. Et 15%, ça veut dire la moitié, donc 15% des émissions mondiales, c'est l'élevage, c'est particulièrement l'élevage. Là aussi, je vais expliquer pourquoi.
Mais retenez bien ces chiffres. Slide d'après, les ressources marines, là aussi des chiffres assez éloquents. 29% des stocks de poissons sont surexploités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pêche, sur 29% des stocks de poissons, on pêche plus que la capacité de renouvellement de cette ressource. Et donc, on est en train d'exterminer, d'éteindre 30% des espèces de poissons qu'on a sur Terre. Et 61%, c'est-à-dire 2/3 des poissons qu'on connaît, on les pêche à leur niveau maximum. Donc, on n'est pas loin également de ne plus les renouveler. Donc, c'est un vrai sujet également, le poisson. Je passe ensuite à la slide d'après. Alors là, je fais une déviation par rapport à l'environnement pour vous parler d'économie, parce que c'est très important. Je crois que vous allez parler aussi de production locale tout à l'heure. C'est un article qui est paru dans Le Monde il y a 3 semaines, qui représentait ces chiffres. Sur 100 € que vous dépensez, alors c'est une moyenne sur la France, hein, donc c'est pas forcément les gens qui ont des pratiques de circuit court, c'est vraiment la moyenne à l'échelle française. Sur 100 € dépensés, 8,2 € vont aux producteurs, 30 € vont à l'importation, que ce soit des produits eux-mêmes ou par exemple du soja dont je parlais tout à l'heure qui sert à nourrir le bétail. Et 40 € vont à la distribution, donc à tous les intermédiaires, les circuits de distribution. 8,2 € uniquement vont à ceux qui produisent, à ceux qui payent le coût de production de ce qu'on mange, et ceux qui payent aussi des charges et des taxes pour les produire. Donc c'est pas très étonnant aujourd'hui que les agriculteurs et les éleveurs soient en crise. C'est parce que l'argent que vous payez quand vous faites un acte d'achat, y a beaucoup de cet argent qui ne va pas chez les producteurs. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi économique. Là aussi, j'ai pas beaucoup entendu les ministres parler de ce sujet-là. Slide d'après, la santé. Donc là encore, il y a beaucoup de chiffres, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'en ai pris 2 qui me semblent aussi parlants. Alors, on parle des problèmes d'alimentation et de malnutrition dans le monde, évidemment. Chez nous, en France, on a un problème inverse. On a aussi de la malnutrition, mais dans l'autre sens, c'est de la malbouffe. Un adulte sur 2 est en surpoids ou obèse en France, avec tous les impacts que ça peut avoir sur la santé et toutes les maladies qu'on peut connaître suite à cette malbouffe. Et puis là aussi, c'est des chiffres qui sont sortis par l'UFC Que Choisir, très récents. 1/3 des cancers seraient évitables grâce à une alimentation équilibrée. Donc c'est des études médicales. Alors je prends des pincettes pour dire ça, évidemment, mais c'est quand même assez... Le lien entre notre alimentation et un certain nombre de cancers est fait aujourd'hui par de plus en plus d'études. Voilà, je vous ai brossé un tableau général de l'alimentation avec des chiffres. C'était ça qui était intéressant. Je pense que tous ces enjeux, vous les connaissez. Je passe à la slide d'après. Donc là, je vais prendre un angle. C'est vraiment un point de vue sur l'alimentation, comme c'est un sujet très vaste. Je choisis de vous parler de cet angle-là, mais vous allez voir que finalement, par quelques bouts qu'on le prenne, on retombe toujours finalement sur les mêmes sujets. Et l'alimentation durable, par quelques bouts que vous la preniez, on va voir qu'on va retrouver les mêmes réflexes à avoir. Donc cet angle, c'est l'aspect climat et les gaz à effet de serre, parce qu'il est peut-être aussi un peu moins connu du grand public. Donc Cécile, si tu peux mettre la slide 11, c'est bon ? Donc pour illustrer ça, alors je sais que les gaz à effet de serre, c'est pas forcément un sujet c'est un peu technique, mais on parle beaucoup du CO2, du carbone, mais il y a d'autres gaz à effet de serre. Et l'agriculture ou l'alimentation est un très bon exemple pour parler de ces autres gaz à effet de serre. Alors déjà sur cette diapositive, je parle de la partie amont, c'est-à-dire la partie agriculture, mais c'est parce que 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre ont lieu dans cette phase agricole. Alors, comme je disais, il y a le CO2, c'est un des gaz à effet de serre. Alors le CO2,
est émis dans l'atmosphère quand on brûle de l'essence, dans un combustible fossile, quand on consomme de l'énergie pour le chauffage ou qu'on déplace un tracteur. Donc le CO2 dans l'agriculture provient de cette partie-là. Mais ce n'est pas le seul gaz à effet de serre. Un autre gaz à effet de serre important, c'est le N2O, donc, ou le protoxyde d'azote. Donc c'est un gaz à effet de serre qui est émis par l'épandage des engrais, et notamment les engrais azotés. Donc c'est des engrais chimiques dans lesquels on va mettre de l'azote, parce que on a besoin de l'azote pour nourrir le sol, pour faire pousser les plantes. Mais quand vous épandez cet engrais, il y a une réaction chimique qui se fait avec l'air, et vous avez une émission de N2O, donc de protoxyde d'azote, qui est un très puissant gaz à effet de serre. Donc dans l'agriculture, vous avez les émissions de protoxyde d'azote. Et puis l'autre gaz à effet de serre qui est connu, celui-là, c'est le fameux CH4 ou le méthane. Donc on parle souvent du méthane pour parler des vaches. C'est pour ça que l'élevage est un sujet très important en termes d'impact. C'est parce que les ruminants, de manière générale, émettent du méthane. Alors le méthane, c'est très simple. Si vous voulez produire du méthane, vous mettez vos déchets alimentaires dans une poubelle et vous la fermez hermétiquement. Et au bout de 2-3 jours, vous allez produire du méthane. Le méthane est un gaz qui se produit quand vous décomposez de la matière organique sous confinement, donc sans oxygène. Si c'est fermé et qu'il n'y a pas d'oxygène, cette matière organique va se décomposer en méthane. Et donc c'est un peu le gaz naturel, hein, c'est la même chose. Le gaz naturel, c'est du méthane. Et donc les ruminants, dans leur panse, gardent leur alimentation pendant plusieurs jours et ils produisent du méthane. Alors souvent, on dit que c'est quand les vaches pètent qu'on émet du méthane. En réalité, c'est surtout par leur bouche, donc c'est quand elles rotent qu'elles émettent ce fameux méthane. Et c'est tellement un sujet qu'aujourd'hui, les ruminants, à cause de ce méthane et aussi de leur alimentation et donc de tous les autres gaz à effet de serre, représentent 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est colossal. Donc c'est un sujet vraiment énorme. Sans oublier le méthane qui est produit dans toutes les... dès que vous avez de la déjection animale ou des effluents agricoles ou animaux, vous avez aussi production de méthane. Donc l'agriculture est un gros producteur de méthane. Voilà, alors ça c'est pour introduire le sujet. Je passe à la diapositive d'après pour là parler de tout le cycle de vie et vous montrer comment l'alimentation a un impact énorme sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc là j'ai pris l'exemple de cycle de vie d'un steak. Ce malheureux steak, on va beaucoup en parler parce que, hélas, c'est l'aliment qui a l'impact environnemental et en tout cas l'impact en carbone le plus élevé à cause des ruminants, mais aussi à cause de tout son cycle de vie. Donc là, on va retrouver le CO2. Donc là, dans son cycle de vie, on part de la production des engrais, on passe par la culture des aliments pour le bétail, l'élevage des animaux, le transport, la transformation, les emballages. Ensuite, encore du transport, du stockage avec du froid, donc dans des frigos, que ce soit dans le magasin ou chez nous. Et puis la fin du cycle, c'est éventuellement les gens qui vont prendre leur voiture et qui vont aller chercher leur steak au magasin. Donc là aussi, il y a eu des émissions de gaz à effet de serre, qui vont cuire ce steak, donc on va consommer de l'énergie. Et puis à la fin de vie, qui vont jeter par exemple l'emballage. Donc là aussi, il y a toute la gestion des déchets en fin de vie. Ou alors, qui ne vont pas finir leur assiette. Le gaspillage alimentaire est un sujet majeur aussi. On jette beaucoup d'aliments chez nous consommateurs. Sur tout ce cycle de vie, le gaspillage alimentaire représente 30% de ce qu'on mange. C'est-à-dire que vous ne mangez que 70% de toute la production et 30% est jeté tout au long de la chaîne. Alors, au niveau de l'agriculture, au niveau de la chaîne de transformation, beaucoup dans les magasins, par exemple les invendus qui arrivent à péremption. Mais la moitié du gaspillage alimentaire se passe chez le consommateur, donc chez nous. Parce que on ne finit pas notre assiette, ou alors c'est pareil, vous avez les aliments qui périment dans notre frigo ou chez nous. Donc là aussi un vrai sujet. Et comme je disais donc, l'emballage c'est du plastique, on va produire beaucoup d'emballage tout au long du process avant de l'acheter.
Donc tout ce cycle, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce steak, pour vous donner un chiffre, vous allez voir, après on va le comparer, je vais vous montrer d'autres chiffres, mais 1 kg de viande, c'est 29 kg de CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Alors je dis kg de CO2 en mélangeant tous les autres gaz à effet de serre, mais voilà, 1 kg de bœuf, c'est 29 kg de CO2. Vous allez voir que c'est énorme quand je vais vous donner les autres chiffres. Ça, c'est pour l'aspect global. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Qu'est-ce qui, dans l'alimentation et dans les choix, justement, d'alimentation, peut faire qu'on a plus ou moins d'impact. Donc je passe à la diapositive d'après, sur la 13. Donc c'est la saison. Je vais vous parler de la saison. Alors j'ai choisi un exemple qui va vous parler ici. C'est la fameuse salade niçoise. Je ne sais pas qui a mangé une salade niçoise récemment, mais actuellement, elle n'est pas de saison du tout. Et donc, une salade niçoise en hiver, c'est 2 fois plus de CO2 qu'en été, donc hors saison. Alors, c'est très simple à comprendre. La tomate ou la salade ou les concombres ne sont pas actuellement de saison. Et donc, si on en trouve dans le commerce, c'est parce qu'elles ont poussé sous une serre. Et cette serre, actuellement, elle est chauffée au gaz ou au fioul pour que les tomates puissent pousser. Et donc ça, c'est de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Alors pour donner quelque chose de parlant, j'ai la photo, là, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais je vais vous les dire. C'est une photo que j'ai prise moi-même dans un supermarché, donc c'est tout à fait réaliste. Donc, bon, moi je suis à Paris, mais vous avez le même à Nice ou à Vence. Ce supermarché, sur cette photo, il y a un seul produit qui est de saison. Voilà, c'est les champignons de Paris. Pour la petite anecdote, ces champignons de Paris viennent de Pologne. Donc c'est le seul produit de saison, mais il n'est même pas local. Et tous les autres, donc vous avez des tomates, des aubergines, des poivrons, il y a des courgettes. Bref, tous ces produits sont hors saison et donc ont poussé sous serre. Donc là, j'ai mis quelques chiffres. Alors si je prends les tomates, en saison, 1 kg de tomates, c'est 380 g de CO2. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 29 kg de CO2 pour 1 kg de viande. Ben, 1 kg de tomates de saison, c'est 380 grammes. Mais hors saison, c'est 2279 grammes. Ça veut dire qu'une tomate hors saison a émis 7 fois plus de CO2 qu'une tomate qu'on a achetée de saison. Voilà, et vous prenez n'importe quel fruit ou légume qui est de saison, face à un fruit ou légume qui est hors saison, vous allez multiplier par 7, voire parfois par 10, les émissions de CO2 s'il est produit hors saison. Voilà, ça c'est un premier point. On dit souvent il faut qu'on mange les produits de saison. Ben voilà un argument supplémentaire dans ce sens. Slide d'après, un autre sujet. Le transport, donc celui-là il est un peu plus connu. Mais ce dont je veux vous parler, c'est, on dit souvent si ça vient de loin, c'est forcément c'est plus d'impact environnemental ou d'impact carbone. Mais en fait, encore plus fort que si ça vient de loin, c'est comment c'est transporté. Donc là, j'ai pris, c'est le même magasin, c'est le même jour de cette photo. C'est écrit noir sur blanc, c'est de la mangue qui est venue en avion du Brésil. Et ce qui est vraiment impactant, c'est pas qu'elle vienne du Brésil, c'est qu'elle soit venue en avion. Je vous ai mis la comparaison. La mangue qui serait venue en bateau, c'est 1600 grammes de CO2 par kilo. Alors il se trouve que cette mangue est de saison au Brésil, hein, donc là on n'est plus dans le problème de la saison. Par contre, le fait qu'elle soit venue en avion, pour qu'elle soit fraîche et qu'elle soit bonne, c'est 21 900 grammes de CO2. C'est-à-dire qu'un kilogramme de mangue qui est venu en avion, c'est presque autant qu'un kilogramme de bœuf. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est 15 fois plus qu'une mangue qui est venue en bateau. Et par rapport à un kilogramme de tomates qui était de saison, qui est de 400 grammes, c'est 45, 60 fois plus. Voilà un autre exemple. Mais ça, c'est des choses qu'on retrouve tous les jours dans nos étalages, dans nos supermarchés, voire même chez les marchands de fruits et légumes, qui ne sont pas forcément tous des marchands locaux. Voilà sur le transport. Alors,
avant de passer à ma slide d'après, là l'idée c'est vraiment de passer rapidement sur tous ces sujets. Donc je vous ai parlé de ces impacts. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment réduire ces impacts. Alors nous on travaille depuis des années sur ces sujets et on a la solution. Les solutions sont connues et sont simples. Et ce que je voudrais vous montrer là, c'est en appliquant quelques règles simples, on peut réduire énormément l'impact de l'alimentation. Donc là, Cécile, tu peux passer à la slide 16. Tu me dis si elle est en... C'est le graphique avec les... Voilà. Alors ce graphique, je vais vous le commenter rapidement. Donc c'est un graphique sur l'axe vertical, c'est les grammes de CO2. Donc j'ai pris tout à gauche, c'est le poids carbone d'un repas classique à base de bœuf, hors saison, avec des fraises, vous voyez, des haricots verts qui ne sont pas de saison. Alors les patates sont de saison. En marron, c'est l'impact de la viande. En vert, c'est l'impact des légumes. Et en rouge, c'est les fruits. Donc ce repas classique, hors saison, vous voyez, c'est à peu près presque 5000 grammes de CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc c'est le trait vert au milieu. L'empreinte carbone moyenne d'un repas consommé en France, c'est 2500 grammes de CO2. Voilà, donc déjà par rapport à la moyenne de tout ce qu'on mange en France, dès que vous avez du bœuf, vous êtes sûr que vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'est déjà un premier point. Mais l'idée, c'est pas de dire on arrête de manger du bœuf, on arrête tout. L'idée, c'est d'appliquer des règles progressivement et si vous ne les appliquez pas à tous les repas, les appliquer de temps en temps, sur certains repas, par exemple manger du bœuf peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus, et puis les autres fois, faire différemment. Donc premier exemple, réduire les protéines animales. Donc tout simplement, sans même enlever le bœuf, déjà réduire les quantités. Par exemple, au lieu de manger, je ne sais pas moi, 200 grammes ou 150 grammes, passer à 100 grammes et remplacer ces 50 grammes par autre chose, des céréales, des légumineuses, peut-être plus de légumes. Ce sera bon à tout point de vue et vous réduirez déjà l'impact automatiquement tout en continuant à vous faire plaisir sans vous priver. Ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez, on peut déjà baisser d'un premier pas. Alors après, l'action qui ferait automatiquement baisser le poids, c'est déjà de choisir autre chose que de la viande rouge. Donc on est toujours sur la viande. Mais par exemple, choisir du poulet, du porc ou du poisson, avec le bémol sur le poisson dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il faut savoir quel type de poisson choisir, ou sur le porc ou le poulet aussi, quel type de porc ou de poulet choisir. Mais disons que si on parle strictement de carbone, déjà rien que en réduisant les quantités de viande rouge, vous voyez, on passe presque en dessous des 1000 grammes de CO2 sur le repas. Et puis ensuite, d'autres gestes simples. Choisir des produits de saison pour tout ce qui est autour. Donc déjà remplacer par exemple les fraises par des pommes ou les haricots par des brocolis. Déjà, on arrive à baisser, là encore, de 10 à 15% l'impact carbone. Choisir des produits locaux. Donc au lieu de prendre des pommes qui viennent d'Espagne ou d'autres, même si elles sont de saison, choisir de saison et aussi du local. On arrive à baisser encore l'empreinte, notamment dû au transport, avec beaucoup de bénéfices au choix de produits locaux qui vont au-delà du carbone, évidemment. Hein. Donc il n'y a pas que le carbone, mais voilà. Déjà, quand vous choisissez des produits de saison, vous avez plus de chances de les trouver en local. Alors j'ai mis un exemple, c'est un repas sans viande, donc là c'est le top du top, je dirais, en termes de CO2, on est quasiment en dessous de 500 grammes de CO2. Je dis pas du tout que tout le monde doit devenir végétarien, c'est pas du tout le sujet, mais par exemple, de temps en temps, par exemple, si vous mangez une fois par jour de la viande ou une fois tous les 2 jours, vous pouvez à certains repas manger un repas sans viande, évidemment en choisissant des repas équilibrés. L'idée ici, c'est de dire, voilà, avec ces réflexes simples, je peux continuer à me faire plaisir sans forcément me priver, et en même temps,
vous voyez, on peut réduire drastiquement l'empreinte de l'alimentation et donc aussi l'empreinte carbone dont on parle beaucoup, rien qu'avec des choix alimentaires très basiques. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est à la portée de tout le monde et je dirais, c'est à vous, citoyens, de faire ces choix. Quand vous faites vos courses, quand vous allez au restaurant, quand vous choisissez votre restaurant, ou peut-être aussi en commandant certains plats plutôt que d'autres restaurants, vous verrez que vous ferez changer aussi les restaurateurs et vous ferez changer aussi toute la distribution et toute la production alimentaire. Si tout le monde fait ces choix-là, je peux vous dire que le changement peut être très rapide. Et pour revenir à la slide dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'économie locale, en faisant tous ces choix, avec ces 100 € qu'on dépense de toute façon dans l'alimentation, ben on peut financer aussi de l'emploi local, beaucoup plus que si on va au supermarché où on va acheter des produits industriels emballés qui viennent de loin et souvent sans savoir d'où ils viennent et avec des produits que vous allez manger, vous allez donner à manger à vos enfants dont vous ne connaissez pas l'origine, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà un petit peu tous ces sujets. Alors pour finir mon discours, des actions très concrètes, c'est pas moi qui vais les donner, c'est ce qui se fait déjà dans la société française. Je pense que votre association et les gens qui sont dans cette salle sont déjà adeptes de toutes ces actions, mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Cécile, tu peux mettre la dernière slide, enfin l'avant-dernière, celle qui est vraiment la vision globale de l'alimentation durable. On va retrouver tous les sujets dont je viens de parler. Donc, cette vision est une analyse de près de 80 études récentes qui ont été faites sur les modes de consommation et la vision des Français sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable. On a 4 grands sujets qu'on va retrouver de manière générale, l'environnement, le social, l'économique et l'aspect santé. Et au sein de cela, avec des choses qui se recoupent, on va retrouver le local, les circuits courts, l'agriculture bio, la lutte contre le gaspillage ou la malbouffe, la réduction des emballages, le tri des déchets, le commerce équitable, l'emploi local, etc., etc. Donc on va retrouver tous ces grands sujets. Et l'alimentation durable, c'est ça, c'est arriver à concilier toutes ces actions très concrètes quand on se nourrit et quand on fait ses choix alimentaires.